Bonsoir. C'est Mathilde Tarif, doctorante à Paris 1, Université Panthéon-Sorbonne, rattachée au CES. Moi, tout autre thème, après cette discussion très générale, nous invitant à nous mobiliser pour la liberté académique, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus empirique, un cas concret qui est mon terrain en République centrafricaine. Et moi, je vais vous parler de la définition du risque sur les terrains d'enquête dits difficiles. Et ce que j'aimerais vous montrer dans cette présentation, en fait, c'est que le risque sur ces terrains n'existe pas en soi et que la catégorie risque, elle est d'abord construite socialement. Donc, le risque, c'est ce qui peut advenir et dont on ne voudrait pas avoir à subir les conséquences. Donc, c'est une catégorie de rapport au monde qui fait l'objet de constructions diverses par les acteurs. Donc, typiquement, la définition du risque est variable d'un chercheur à l'autre et ne peut pas être détachée de sa trajectoire, de sa position sociale et de son identité aux yeux des autres. Or, le sens commun voudrait que certains terrains soient intrinsèquement plus risqués que d'autres, les terrains dits en conflit notamment. Il existe par exemple un jugement collectif sur le fait que la République centrafricaine, que vous voyez derrière moi, serait un terrain risqué. Ce risque, il va être objectivé par des institutions, notamment grâce au recours à l'expertise, à travers des indicateurs, des statistiques et des cartes qui vont agir comme des analyseurs de la réalité. Donc, si vous allez sur la page web sécurité du site du ministère des Affaires étrangères concernant la RCA, vous allez avoir une liste détaillée de risques et une carte entièrement rouge, à part Bangui en orange, ce qui correspond à formellement déconseillé formellement déconseillé. Donc, ce processus d'objectivation et même d'institutionnalisation du risque, il est issu d'un arbitrage qui implique la prise en compte des intérêts des acteurs à définir un risque. Et je vais revenir là-dessus. Et c'est justement là où il faut qu'on se demande quels sont les principes de construction d'un risque qui est ensuite objectivé tel quel. Donc, pour qui existe-t-il un risque, c'est-à-dire qui le définit comme tel, mais aussi sur qui il pèse. Donc, le risque varie en fonction des acteurs, à la fois dans sa définition et dans ses conséquences. Et je ne suis pas là pour minimiser l'existence de risques sur certains terrains, qui, bien que construits, ont des effets concrets, mais j'aimerais déconstruire la notion et montrer que c'est une boîte noire si on la prend telle quelle. Donc, si on s'en tient à la carte du MAE, on ne peut pas saisir le risque qui pèse réellement sur le chercheur lorsqu'il enquête sur son terrain colorié en rouge. Il existe des sujets de recherche à risque sur des terrains ordinaires qui sont coloriés en vert et des sujets de recherche plus ou moins déminés sur des terrains à risque coloriés en orange ou en rouge. Et on peut se demander à ce titre si enquêter dans les bureaux du ministère du Commerce en RCA est forcément plus risqué que travailler sur le trafic de drogue à Compiègne. Donc, à cet égard, le risque sur un même lieu d'enquête peut d'ailleurs varier significativement entre les espaces considérés, donc par exemple entre l'espace public et privé sur un même lieu, ou selon des temporalités. Donc, par exemple, les courants qu'on puisse facilement circuler dans un quartier en plein après-midi, mais que ça devienne beaucoup plus risqué seulement une heure après, dès la nuit tombée, ce dont une carte qui fiche sur le papier des risques va avoir du mal, là encore, à rendre compte. Donc, je vais prendre le cas de mon terrain d'enquête en République centrafricaine pour réfléchir avec vous sur la définition du risque par le chercheur sur son terrain d'enquête. Dans mon cas, j'étudie la trajectoire des classes marchandes en lien avec celle de l'État centrafricain, donc dans un contexte de crise, mais avec une perspective historique. Et je m'intéresse aux relations entre champs commerçants et champs bureaucratiques. Donc, je navigue entre plusieurs espaces d'enquête, d'une part les marchés, la rue, les boutiques et les lieux de vie des commerçants, et de l'autre, les administrations publiques, notamment les douanes, les impôts ou encore le ministère du Commerce. Donc, mon terrain est principalement à Bangui parce que c'est là où se concentre l'essentiel des ressources, commerciales comme bureaucratiques, mais également parce qu'il existe des contraintes évidentes d'accès au terrain en province. En effet, depuis la prise du pouvoir par la rébellion Séléka, donc en mars 2013, une coalition hétéroclite de groupes armés qui était venue du nord du pays, le pays connaît une crise durable et malgré la signature de divers accords de paix ces dernières années, la majeure partie du territoire reste contrôlée par les groupes armés et l'insécurité perdure, y compris dans certaines parties de la capitale. La formation d'une nouvelle coalition par des groupes armés il y a moins d'un an, qui a tenté de renverser le pouvoir en janvier dernier, a suscité une vaste contre-offensive des forces pro-gouvernementales appuyées par leurs alliés, notamment russes, et les combats se poursuivent encore aujourd'hui dans l'arrière-pays. C'était pour vous poser ce contexte très brièvement, ce qui me permet maintenant de poser à la question centrale, c'est-à-dire comment le chercheur définit-il le risque sur son terrain d'enquête. Donc, afin de définir le risque qui pèse sur lui et ses enquêtés et d'anticiper les conséquences de ses actions, le chercheur se lance dans un processus d'enquête, c'est-à-dire qu'il va fournir une activité soutenue d'interprétation des situations et des individus qui l'entourent afin de collecter des informations.
les coûts de cette enquête pour le chercheur vont varier en fonction du terrain. Donc, l'accès à l'information est plus ou moins coûteux en temps et en énergie en fonction du terrain considéré. Par ailleurs, la recherche d'informations peut aussi avoir un coût en tant que tel. Dans un contexte polarisé, par exemple, se renseigner sur tel ou tel individu peut, par exemple, éveiller la suspicion. En RCA, notre cas d'étude ici, l'accès à l'information est particulièrement coûteux, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire qu'il y a plus de risques, nécessairement. Les remontées d'informations sont difficiles parce que l'accès à Internet est souvent déficient, le réseau téléphonique ne couvre pas tout le territoire, l'accès à la province est limité et peu d'informations sont relayées par les médias, qui sont peu nombreux et qui ont peu de capacité. De plus, les institutions étatiques sont peu présentes sur le territoire et elles ont elles aussi peu de capacité institutionnelle pour produire de l'information et des instruments objectivés pour définir le risque, comme des cartes ou des statistiques. Donc, dans ce contexte, les acteurs internationaux sont les premiers à fournir de l'information sur le risque, puisqu'on assiste, en RCA comme dans d'autres pays en crise, à une forte intrusion de l'international dans la société. Donc, les acteurs internationaux, notamment humanitaires, ont un maillage relativement dense sur le territoire et ils ont davantage de ressources humaines et matérielles pour pouvoir définir et objectiver le risque. On peut prendre l'exemple des rapports statistiques du bureau humanitaire OCHA sur les incidents et les risques pour les humanitaires, ou les cartes qui définissent des zones considérées comme risquées par l'organisation INSO, qui apporte un appui aux ONG pour la gestion des risques dans les contextes dits à haut risque. Cependant, les employés de ces différentes organisations sont aussi contraints à des règles sécuritaires strictes. Ils sont en réalité peu mobiles sur le terrain. Ils ont donc souvent une connaissance limitée des dynamiques sociales et politiques locales, qui sont souvent plus complexes que celles qu'ils exposent dans leurs rapports contextuels. Et à cela s'ajoutent deux autres éléments à prendre en compte sur un terrain en conflit comme la RCA, c'est que premièrement, on est face au poids des rumeurs en l'absence d'un espace public où les informations circulent librement et dont le processus de fabrication peut être retracé et recoupé. Et deuxièmement, on est aussi face au silence des populations par peur et par intimidation dans un contexte sécuritaire et politique tendu qui contribue à brider la parole. Donc, le chercheur en République centrafricaine fait face à une faible circulation des informations qui pourtant permettent de définir les risques. Et c'est cette méconnaissance qui va empêcher l'évaluation du risque et donc fermer progressivement l'accès au terrain, ce qui va enclencher un cercle vicieux. Parce qu'en effet, pour pouvoir définir le risque, le chercheur doit connaître la structuration sociale de son espace d'enquête. Ça rejoint ce que disait Johanna tout à l'heure sur l'ethnographie, ce qui requiert une connaissance locale approfondie. Et le seul moyen pour le chercheur de compenser l'étroitesse de son champ de vision, c'est de se déplacer le plus possible, d'interroger et contre-interroger les individus et de multiplier les interactions. C'est justement grâce à sa capacité à s'insérer dans des réseaux d'interconnaissance et à mobiliser des informateurs de confiance qu'il va pouvoir collecter des informations, les croiser, les trianguler et émettre un jugement sur le risque existant. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Partant de ce constat, le chercheur se repose donc sur un faisceau d'indices, souvent contradictoires et partiels, fournis par différents informateurs qui lui permettent d'émettre une définition du risque sur son terrain. Cette définition du risque par le chercheur émane par conséquent d'un processus qui est délibératif. C'est en échangeant avec différents acteurs que le chercheur va confronter les différentes définitions du risque et opérer un arbitrage. Sur mon terrain en République centrafricaine, le risque est défini par une multitude de catégories d'acteurs. Les agents de l'État, les commerçants de tel ou tel quartier, les militaires, nationaux mais aussi internationaux, les journalistes, les travailleurs humanitaires, etc. Or, ces acteurs ne partagent pas les mêmes principes de construction du risque. Ils n'ont ni la même perception du risque, en raison de leur trajectoire personnelle, de leurs expériences vécues, de leurs propriétés, ni les mêmes discours sur le risque, en raison de leur position dans l'espace social et surtout de leurs intérêts sociaux à définir un risque comme tel. Typiquement, le discours sur le risque à Bangui des employés des agences onusiennes ne tient pas seulement à des perceptions et une socialisation particulière au risque, qui est guidée par le principe de précaution, mais également à une certaine motivation à présenter la situation dans la capitale comme dangereuse, puisqu'une telle définition donne par exemple accès à des primes de risque et à des congés spécifiques appelés RNR pour Rest and Relief. Donc tous les acteurs, évidemment, dont je vous parle, n'ont évidemment pas les mêmes ressources pour imposer leur définition du risque. Les acteurs sécuritaires sont par exemple plus à même de contraindre les individus, dont le chercheur, à s'aligner sur leur discours autour du risque, en limitant l'accès à des zones, par exemple, par la force, tout simplement. Le chercheur se retrouve donc écartelé entre des perceptions et des discours dissonants, voire même carrément contradictoires, sur le risque existant, et il doit reconstituer un puzzle en piochant dans ces différents référentiels.
Donc là, je vais prendre l'exemple du quartier de PK5, qui est un quartier dans lequel je travaille depuis quelques années, qui est le poumon commercial du pays et qui approvisionne l'essentiel des marchés dans toute la capitale et même en fait dans tout l'ouest du pays. Donc PK5, c'est un quartier dans lequel se sont réfugiées les populations musulmanes, fin 2013, début 2014, pour échapper aux exactions de milices anti-Balaka à l'encontre des musulmans, qui étaient amalgamés avec les rebelles qui avaient justement pris le pouvoir venus du Nord en mars 2013. Et donc, le quartier était entouré par des groupes anti-Balaka et contrôlé dès 2014 par des milices d'autodéfense qui taxaient les populations moyennant leur protection. Et donc, de 2014 à 2020, on a eu des heurts réguliers dans le quartier en raison de concurrence entre milices rivales et d'intervention des forces internationales et gouvernementales pour rétablir l'ordre, tenter en tout cas de rétablir l'ordre et l'autorité de l'État. Et notons qu'aucune administration ou agent de l'État n'était présent dans le quartier de 2014 jusqu'à récemment et que les groupes d'autodéfense avaient pris en charge l'essentiel des fonctions étatiques, donc notamment sécurité, taxation, justice, etc. Donc, ce contexte étant posé, je vais prendre cet exemple. En 2018, quand j'ai commencé mes recherches dans le pays et que j'avais donc moins de connaissances du terrain, et je travaillais à l'époque pour une ONG sur place, en parallèle de mes recherches, ce qui me permettait d'accéder au terrain. Et donc, dans le but de mener mes recherches, j'ai dû conduire une enquête, ce processus d'enquête, auprès de différents informateurs, de différents acteurs, pour évaluer et définir le risque qui pesait réellement à aller dans le quartier de PK5, ce qui était crucial pour mon travail de recherche, puisque j'essayais justement de saisir les reconfigurations du secteur commercial après la crise de 2013. Donc, tout d'abord, je suis partie collecter des informations auprès de l'ONG pour laquelle je travaillais. Et de manière générale, les humanitaires qui m'entouraient me présentaient le quartier comme particulièrement risqué. Donc, les règles sécuritaires, à eux, leur interdisaient l'accès au quartier, qui était une zone rouge sur leur carte, puisque ces cartes définissent là encore des zones où les humanitaires peuvent se déplacer ou non. Et ces travailleurs humanitaires définissaient le risque à PK5 à partir d'une lecture qui était avant tout humanitaire et opérationnelle. Leur objectif, à eux, c'était de mettre en œuvre des projets dans tel ou tel point d'intervention, et c'est seulement à l'aune de cet impératif qu'ils estiment le risque. Donc, une armada de mesures de prévention vise justement à le réduire dans le cadre de ces interventions, comme la visibilité de l'ONG, donc t-shirt, drapeau, véhicules floqués, etc., ou le suivi radio des déplacements. Et selon leur perception du risque, se rendre dans le quartier sans appui de l'organisation et sans objectif humanitaire clair, et donc sans la mise en place de procédures routinisées qui sont censées réduire ce risque, c'est particulièrement risqué. Par ailleurs, en ce qui concerne les responsables de cette ONG, leur discours sur le risque, il était aussi orienté par le fait que je fasse partie de l'organisation, cette dernière ne voulant pas être tenue pour responsable en cas d'incident. Donc, selon une politique du zéro risque, qui est guidée par une logique de l'assurance, qui est prédominante dans les ONG de plus en plus bunkérisées, on pourra revenir là-dessus, ils avaient plutôt intérêt à me présenter le quartier comme risqué, afin de ne pas avoir à subir les conséquences en cas d'incident, conséquences médiatiques, professionnelles, financières, quelles qu'elles soient. Donc, dans ce cas précis, la définition du risque par l'organisation, elle s'impose au chercheur qui doit s'y conformer pour préserver son accès au terrain. Or, cette définition contraint fortement le chercheur dans ses recherches. Elle entrave sa mobilité, elle réduit le temps passé auprès des acteurs, elle limite sa capacité à s'insérer dans des réseaux d'interconnaissance afin de justement approfondir sa connaissance du milieu local. Donc, travailler pour des ONG permet certes d'accéder au terrain, mais induit aussi de nombreuses contraintes et nous pourrons y revenir. Deuxièmement, j'allais collecter des informations auprès d'autres interlocuteurs pour évaluer les risques à me rendre dans le quartier. Donc, pour les agents de l'État, auxquels je posais la question, en particulier les agents des impôts, PK5 était terriblement dangereux. Donc, la grande majorité me dissuadait de me rendre dans le quartier, qui était truffé, je cite, de criminels et d'armes, et où eux n'avaient pas remis les pieds depuis 2013, au risque, selon leur expression, de se retrouver 6 pieds sous terre. Le quartier possédait une image extrêmement négative dans leur représentation, représentation marquée par la violence de la crise de 2013-2014 et les affrontements des dernières années fondés sur des logiques de représailles. Le traumatisme pour certains de l'exil du quartier, de proches dont les habitations avaient été brûlées, de membres de la famille tués, impactait aussi fortement leur perception du risque dans le quartier. De plus, le fait qu'ils soient agents de l'État soulevait une problématique supplémentaire puisque cela faisait d'eux potentiellement des cibles pour les groupes d'autodéfense qui s'imposaient comme les premières formes d'autorité dans le quartier, donc ils les voyaient du coup comme des concurrents malvenus. Et par ailleurs, l'insistance sur la dangerosité du quartier par les agents de l'État permettait aussi de justifier, entre les lignes, leur absence du quartier
où aucune taxe n'était collectée depuis des années, mais également où aucun service n'était délivré aux populations. Et enfin, les agents de l'État avaient aussi intérêt à me présenter le quartier comme risqué dans leur discours, parce qu'ils ne voulaient pas que s'il m'arrive quelque chose, cela fasse, je cite, mauvaise presse pour le pays, et que cela leur retombe potentiellement dessus. Donc le statut de représentant de l'État de mes interlocuteurs influait fortement à la fois sur leur perception et sur leur discours. À l'inverse, troisième type d'interlocuteur, pour les commerçants de PK5, auprès desquels j'enquêtais aussi, et d'ailleurs dans un premier temps que je rencontrais en dehors du quartier, il n'y avait absolument aucun risque à ce que je me rende dans le quartier. Et face à mes interrogations, certains reconnaissaient certes que la situation était volatile, mais ils juraient qu'ils m'informeraient si la situation venait à se dégrader et que dans tous les cas, si des affrontements éclataient, ils m'abriteraient, qu'il n'y aurait aucun risque et que je pourrais sortir juste après. Et ça montre à ce propos une accoutumance au risque, qui est bien une question de perception, puisque pour la plupart des habitants locaux, les combats armés font partie des nuisances ordinaires et qu'ils organisent leur vie quotidienne en conséquence. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas traumatisés pour autant, d'ailleurs. Mais voilà, ils disent, si ça pète, on ferme les boutiques, on attend et puis on réouvre, on reprend. Par ailleurs, les commerçants du quartier avaient eux aussi intérêt à me présenter la situation comme non risquée dans leur discours, puisque plusieurs d'entre eux m'ont explicitement dit que si des Blancs se rendaient dans le quartier, ça montrerait à tout le monde qu'il n'y avait pas de risque à venir s'approvisionner à PK5 et que ça inciterait les gens du centre-ville et les expatriés à revenir. À l'inverse, à certaines périodes, certains commerçants ont plutôt eu intérêt à présenter aux agents de l'État le quartier comme risqué, notamment aux agents des impôts, ce qui a longtemps contribué à écarter les fonctionnaires du quartier, donc les contrôles fiscaux. Donc cet exemple de PK5, il montre que les acteurs constituent différemment un risque en fonction de leur positionnement et de la façon dont ils perçoivent leur interlocuteur. Leurs principes de construction du risque vont donc se croiser avec la positionnalité du chercheur qui est perçue différemment en fonction, entre autres, de façon classique, de son genre, de son âge ou de sa couleur de peau. Étant une jeune femme étrangère, mes interlocuteurs estiment souvent par défaut le risque comme étant particulièrement élevé pour moi, me considérant au prime abord comme étudiante, inexpérimentée et un peu naïve, avec bien sûr toutes les assignations genrées attachées au fait que je sois une femme. Les assignations portées sur le chercheur vont donc significativement influer sur la définition du risque que lui proposent les acteurs et la façon dont ils le perçoivent pour le chercheur. Mais cette assignation, elle va pouvoir évoluer dans le temps. Donc les acteurs qui l'entourent peuvent avoir une perception changeante des risques qui pèsent sur le chercheur, ou évidemment la chercheuse, et faire évoluer leur discours sur le risque. Certains enquêtés peuvent par exemple, au fil du temps, prendre conscience de liens entre le chercheur et des groupes considérés comme ennemis, et donc réévaluer à la hausse le risque qui pèse sur lui, mais aussi sur eux. Le chercheur confronté à des difficultés qu'il peine à surmonter en présence d'informateurs peut également être perçu par ces derniers comme plus vulnérables et donc plus exposés au risque, donc ils vont revoir leur discours aussi. À l'inverse, un chercheur qui tisse des relations sur le temps long avec des interlocuteurs peut témoigner d'une certaine fiabilité qui modifiera la perception du risque qui pèse sur lui par ses interlocuteurs. Il peut par exemple être perçu comme plus ou moins compétent et armé pour faire face à l'adversité. Donc, à titre d'illustration, un fonctionnaire de la Direction générale des impôts m'avait mis en garde d'aller dans le quartier de PK5 en 2018, mettant en avant le risque des violences éclatent à tout moment. Et bien que le contexte ait changé, ce même fonctionnaire, 3 ans plus tard, s'inquiérait de savoir si j'avais pu récemment aller dans le quartier et m'encourager à m'y rendre pour évaluer les effets de la crise sécuritaire récente sur le commerce, alors que lui-même n'y était pas retourné depuis 2013. Donc, je lui rappelais avec amusement qu'il m'avait dissuadé de m'y rendre 3 ans plus tôt, alors même que la situation semblait à l'époque plus calme. Et il me répondit qu'à l'époque, il pensait, je cite, que j'étais une petite femme blanche, mais que maintenant, il avait compris que j'étais forte et que je maîtrisais le quartier. Donc, en fait, il n'y avait absolument pas de risque pour moi là-bas. Et enfin, la perception du risque par le chercheur lui-même va évoluer avec le temps, car ce dernier accumule des expériences, des compétences et des connaissances. Les dispositions du chercheur à interpréter et définir la situation changent à mesure qu'il évolue sur son terrain, qu'il mène son enquête et qu'il vit des épreuves. Donc, par exemple, ce qui était perçu comme risqué peut devenir banal. Et en ce sens, le chercheur peut connaître un phénomène d'acclimatation au risque et d'accoutumance qui est bien souvent lié au processus d'acculturation au terrain. Petit à petit, il se sent plus en maîtrise de son environnement, des routines se mettent en place pour gérer l'incertitude et des risques perçus au départ comme élevés finissent par devenir normaux, voire même ne plus être perçus comme tels. Mais à l'inverse, des situations et des environnements qui paraissaient sans risque peuvent soudainement apparaître plus risqués pour le chercheur qui a vécu des expériences négatives ou traumatiques, ou
simplement parce qu'il accumule des connaissances qui lui font percevoir la situation différemment, y compris a posteriori. Et par ailleurs, l'adaptation au terrain, la maîtrise des codes sociaux, une connaissance approfondie du milieu et une capacité accrue à avoir accès à des informations en étant intégrés dans différents réseaux d'interconnaissances permettent aussi aux chercheurs d'appréhender plus rapidement les évolutions de l'environnement et des logiques d'acteurs d'ailleurs, et donc d'identifier et définir plus rapidement ce qui constitue potentiellement un risque. Donc pour conclure, la définition du risque par le chercheur émane d'un processus qui est délibératif et qui consiste à confronter différentes perceptions et discours d'acteurs, tout en prenant en compte sa position dans le milieu social de l'enquête et le moment du terrain. En ce sens, le travail d'enquête nécessite une constante redéfinition du risque par le chercheur lui-même pour sa sécurité, mais également pour celle des informateurs. Et à cet égard, je précise, le chercheur peut s'extraire du terrain, mais rarement les enquêter. Dans mon cas, mon terrain d'enquête n'est pas le lieu où je vis, ce qui est une spécificité des terrains dits lointains, c'est qu'on peut en sortir. Et une telle réalité change beaucoup par rapport au risque encouru par le chercheur qui est circonscrit dans le temps et dans l'espace, tandis que mes informateurs, eux, n'ont pas ou peu la possibilité de s'extraire de leur milieu social. Il faut donc sans cesse réévaluer dans quelle mesure un risque pèse sur soi-même, mais aussi sur les enquêtés, et être en mesure de réorienter totalement ses protocoles et ses méthodes d'enquête, voire même de repenser son objet de recherche. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la définition du risque par le chercheur, c'est donc vraiment un processus évolutif qui repose justement sur le fait d'accepter que cette définition n'est pas figée une fois pour toutes. Et ce processus nécessite de se défaire de l'application mécanique et systématique de définitions toutes faites du risque, qui sont produites bien souvent très loin du terrain. Et à cet égard, le processus de définition du risque par le chercheur et sur le terrain répond à des logiques très différentes du processus d'institutionnalisation du risque conduit par des experts et des spécialistes au sein d'organisations, privées comme publiques, dont l'objectif est avant tout, il me semble, de se couvrir en cas d'accident et de protéger l'institution. Donc on peut en ce sens se demander dans quelle mesure la production grandissante de discours sécuritaires et d'instruments d'objectivation du risque par des institutions, dont le chercheur d'ailleurs dépend de façon croissante pour son accès au terrain, contribue à limiter l'accès aux données, les méthodes d'enquête déployées et, in fine, la liberté académique. Et à cet égard, d'ailleurs, la nécessité de plus en plus grande pour les chercheurs de passer par des acteurs humanitaires dans les pays en conflit représente une véritable contrainte pour la recherche sur les terrains dits sensibles. Et pour autant, et ce sera mon dernier point, je pense qu'il est quand même capital de continuer à enquêter sur ces terrains dits difficiles, avec des outils qualitatifs et en réalisant des ethnographies, et que l'essentiel sera de rendre compte de ces contraintes qui ont des effets indéniables sur la production scientifique lorsque l'on devra le faire. Merci.